Alors, d'abord, merci d'être là et merci à nos invités que je vais vous présenter, donc Roger Narboni et Fabienne Crécy. La séance d'aujourd'hui, ce 5 à 7, reprend un sujet que nous avons traité avec Roger Narboni il y a une dizaine d'années, qui est Aménager la ville par la lumière. Et j'ai apporté le livre que nous avions produit, Penser la ville par la lumière, aujourd'hui épuisé malheureusement, mais on peut peut-être montrer ton livre que Fabienne a. Ton dernier livre, parce que tu as beaucoup écrit, qui s'appelle Les Lumières de la ville. Beau sujet. Alors, donc, au cœur de ce débat, et pour le lancer, nous avons Roger Narboni, qui est un artiste plasticien, qui est ingénieur, électronicien. Le profil des concepteurs lumière est extrêmement variable. On a beaucoup de concepteurs lumière qui viennent de l'art de la scène. Tu fais partie des rares ingénieurs. Alors, il a créé son agence en 88, l'agence Concepto, qui est spécialisée dans la conception donc, de la mise en lumière urbaine, paysagère et architecturale de grandes dimensions. Et très intéressant, également spécialisé sur la planification urbaine de l'éclairage, ce qui vous expliquera. C'est-à-dire que la lumière fait l'objet d'un projet d'aménagement à grande échelle et d'une planification au même titre que l'urbanisme, avec lequel il a beaucoup de parenté. Donc, en 87, il a initié l'urbanisme lumière. Et il a étudié plus de 120 schémas directeurs d'aménagement en France et à l'étranger. Et il mène une réflexion prospective sur l'éco-conception lumière, qui est une nouvelle dimension de la mise en lumière des villes, et également la mise en œuvre de trames noires pour redécouvrir le rôle que peut jouer l'obscurité, l'intimité en ville. Alors, Fabienne Crécy, qui est à ses côtés, est architecte et urbaniste. Elle s'appelle déléguée générale au développement du Grand Lyon, ce qui veut dire qu'elle est directrice de l'urbanisme, en d'autres termes. Et elle a précédemment été directrice de l'urbanisme de l'agglomération de Saint-Étienne. Et précédemment, elle avait dirigé les travaux du tramway dans le Grand Lyon. Elle est également membre du club Ville Aménagement. Alors, comme toujours, les 5 à 7, pour ceux qui ne sont pas habitués, je le rappelle, nous avons un grand conférencier et un aménageur qui réagit avec le regard de l'aménageur et le rôle que peuvent jouer les aménageurs en la matière. Alors, en introduction, je voulais dire quelques mots qui sont les suivants. Donc, la lumière, ici, ne sera pas vue comme un décor, mais comme un constituant à part entière du projet urbain de la ville, de l'agglomération, voire des grands territoires qui est mon sujet de prédilection. Et je ne sais pas si tu montreras, peut-être que non, le travail de l'artiste Dany Caravane, qui avait proposé une mise en lumière entre Paris et Le Havre dans le cadre du projet pour le Grand Paris proposé par Antoine Grimbach. C'est dire que la lumière peut jouer un rôle d'aménageur du très grand territoire. Alors, l'objet de ce 5 à 7, par rapport au travail, à l'atelier projet urbain qu'on avait mené il y a 10 ans et l'ouvrage qu'on avait consacré, est de rajeunir le sujet, de se dire au bout de 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est nouveau. Et il nous semble que l'acuité du sujet se renforce avec la loi récente qui restreint les pollutions lumineuses, la prégnance des questions durables, la nécessité d'économiser l'énergie. En effet, il y a 10 ans, cette question était beaucoup moins présente dans les débats, c'est-à-dire que la mise en lumière, c'était du plaisir, du décor et beaucoup moins de l'économie. Alors en effet, comment argumenter le rôle de la lumière en ville au moment où on parle d'économie, de ville frugale, de manque d'argent public? Alors moi je dirais assez simplement que toutes les villes sont mises en lumière, toutes les villes ont un éclairage public qui est extrêmement coûteux et dont vous ne réalisez pas à quel point il est coûteux. Coûteux dans sa création, coûteux dans sa gestion, dans son aménagement, dans le remplacement des objets, coûteux en pollution lumineuse, coûteux en CO2 et en consommation d'énergie. Donc on se situe par rapport à ça. Ça n'est pas en fait rajouter quelque chose à la ville, c'est substituer une conception volontariste de la lumière qui met en ordre le territoire et qui lui confère des qualités par rapport à une mise en lumière qui n'est pas consciente et qui n'est pas volontariste et qui n'est pas un objet de projet. Et donc, il n'est pas question que ce soit plus cher. La question, c'est au contraire
comment ça peut être plus intelligent, mieux réparti, moins cher, peut-être avec moins de lumière. Et ça, vous le verrez avec la présentation qui sera faite par Roger. Alors, cette question prend encore plus d'acuité que jamais, avec le fait que la ville vit 24 heures sur 24. Donc le rôle de la lumière est essentiel pour les gens qui vivent la nuit, mais aussi pour les questions de sécurité. Et vous verrez que la manière dont on abordera la sécurité sera pratiquement à l'inverse de ce qui est toujours fait. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup éclairer pour pas que ce soit dangereux. Et on verra avec Roger que, au contraire, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, il faut moins éclairer pour que ce soit plus sécurisé. Alors, quel est le potentiel de la mise en lumière? Et j'en aurai fini très vite. Après vous l'avoir mis en bouche, je crois, le potentiel de la lumière, c'est révéler la ville, l'espace urbain, le territoire, inverser des situations négatives, charger les lieux de sens, créer des repères, théâtraliser, comme on le voit notamment pendant les fêtes de la lumière qui sont faites à Lyon, à Paris et dans d'autres villes, préfigurer éventuellement le projet, créer du lien dans la ville et bien d'autres potentiels. Et donc, on abordera aujourd'hui comment se reconfigurent les actions donc, de mise en lumière de la ville au regard de cette nouvelle donne qui est la nôtre et auquel vous êtes tous confrontés, je pense, c'est-à-dire tendre vers l'économie des ressources et faire en sorte que ce soit résilient, c'est-à-dire que l'économie soit une source de qualité et de plaisir et pas un cauchemar. Donc voici les défis qui nous sont proposés et puis j'espère que donc vous serez parfaitement convaincu par la présentation qui vous sera faite par Roger. J'ai oublié de dire une chose, c'est que la revue Diagonale donc, vous fait cadeau de sa dernière parution parce qu'elle parle de lumière et en particulier un article de Marc Armingaud qui raconte l'histoire de la mise en lumière des villes. Il a fait une exposition récemment, donc voilà, c'est un cadeau de la revue Diagonale. Vous avez également des invitations à la prochaine séance des matinées sur l'art contemporain et à la cérémonie du Grand Prix d'urbanisme. Roger Narboni. Merci et un grand merci à Ariella pour cette invitation. C'est vrai que 10 ans après, on va essayer d'avancer. Au lieu de seulement penser la ville par la lumière, on l'aménage. Et j'espère qu'on va essayer de vous convaincre qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut véritablement réfléchir à ce qu'on pourrait appeler un urbanisme lumière ou un urbanisme nocturne. Je voudrais juste rappeler par rapport à ce qu'a dit Ariella sur la ville, que la nuit, c'est 50% du temps de la ville. Sur un an, vous avez exactement 50% qui se passe de jour, 50% qui se passe de nuit. C'était un des constats qui m'a amené à faire ce métier, parce que j'ai eu la chance de vivre à New York pendant 3 années, et déjà à l'époque, c'était il y a plus de 30 ans, la ville vivait quasiment tout le temps, énormément de choses fonctionnaient de nuit, et je me disais, mais pourquoi l'éclairage ne viendrait pas appuyer cette dynamique nocturne ? Et donc, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça peut-être que nous, on s'est spécialisé, nous, concepteurs lumière, on s'est spécialisé sur cette question de la lumière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut de la lumière 50% du temps, et vous verrez que ce n'est pas du tout ce qu'on a en tête, mais en tout cas, il y a une réflexion et un aménagement à mener pour 50% du temps. Le deuxième point fondamental, en tout cas pour moi, c'est que pendant ces 50% de temps, on est en vision nocturne. Alors les spécialistes, les physiciens et concepteurs lumière et éclairagistes savent que cette vision nocturne est un système totalement différent du système de vision diurne. Ce n'est pas du tout ni les mêmes cellules, ni les mêmes liaisons, ni les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent. Et donc, ce système nocturne nous amène à voir de manière totalement différente, en l'occurrence la ville, lorsqu'on s'y promène. Donc, pour faire un petit peu de mots savants, on est en vision mésopique, voire en vision scotopique quand on est dans des niveaux lumineux très bas. Donc je vous encourage aussi à essayer de mieux comprendre ce système de vision. C'est assez fondamental, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui parce que c'est assez complexe. On a énormément progressé sur la compréhension du système de vision. On a découvert des choses passionnantes sur des cellules qui permettent de ressentir la lumière sans fonctionner par la vision. Et donc là encore, cette idée d'aménager la ville par la lumière, c'est de s'adresser à cette vision nocturne qui est la vision de tous ceux qui pratiquent la ville. Et je rappelle que, comme vous le savez, beaucoup de gens pratiquent la ville dans des usages très différents, le travail, la surveillance, le plaisir, la fête, mais aussi le nettoyage, le déplacement, etc., etc. Et ça, on pourra y revenir. Et donc, on s'adresse aussi à tous ces gens-là. On n'est pas seulement dans la représentation, dans la symbolique ou dans le décor,
on s'intéresse à tout ce qui fait qu'on doit pratiquer la ville la nuit. Alors, je voulais commencer par quelques références pour vous montrer depuis 25 ans un petit peu comment on a évolué. Je ne présenterai pas les références parce que je pense que c'est plutôt des images. J'ai mis quelques mots-clés pour essayer d'expliciter ce qu'on faisait à l'époque. Il se trouve qu'on a commencé par travailler sur la nature. C'était une des premières réalisations que nous avons faites à Niort. Et par rapport à ce qu'on évoquera un peu plus tard, qui sont les contraintes d'aujourd'hui, on avait une carte blanche totale de la part du maire de l'époque. Il n'y avait pas de question énergétique, il n'y avait pas de question budgétaire, il n'y avait pas de question spatiale. La seule chose qu'il nous a dit dans le programme, c'était « faites-moi rêver ». Je dois dire que ça ne m'est plus jamais arrivé depuis qu'un maire me demande de le faire rêver. Je le regrette, c'était mon jeune âge. J'aimerais bien qu'un jour on puisse me redemander du rêve. Donc on a beaucoup travaillé assez rapidement avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes. On a dessiné des gammes de mobilier à des époques où ça ne se pratiquait pas, où les catalogues étaient très pauvres. On a travaillé sur toutes sortes d'espaces très rapidement. En tout cas, à l'agence, on a travaillé sur une grande palette de réalisations. On ne voulait pas se laisser enfermer, même si la scénographie nocturne était une des premières demandes pour nous et qu'ensuite on me demandait systématiquement de mettre en scène une rivière. On a essayé de diversifier notre travail et surtout de travailler sur tout ce qui est aujourd'hui la ville, donc les grandes infrastructures, les espaces, les ouvrages d'art. Et on a travaillé à des échelles monumentales. C'est un peu ce qui a été notre signature et ce qui nous a fait connaître. C'était cette capacité à travailler à des échelles monumentales sur des ouvrages comme ce pont qui fait 2,5 km de longueur et qui nous permettait justement de traiter quelque chose qui m'est cher, qui est la différence d'échelle de lecture, et qui est quelque chose d'assez essentiel dans notre métier, c'est-à-dire maîtriser des lumières pour des visions extrêmement lointaines, puisque là on nous demandait d'éclairer cet ouvrage pour qu'il soit visible à 10 km de distance, donc dans le golfe de Corinthe, et en même temps maîtriser ces lumières à des ambiances de type piétonne, c'est-à-dire à des échelles de lecture très très proches, très basses, et qui permettent aussi de se promener sur cet ouvrage sans être le moins du monde ébloui au mauvais sens du terme ou ennuyé par les éclairages. On a aussi très rapidement travaillé sur les tramways parce que c'était une des premières fois où on avait cette chance, en dehors justement d'un schéma directeur d'aménagement lumière, de travailler sur une continuité urbaine, en l'occurrence à Grenoble sur 13,5 km, de traverser plusieurs communes, de pouvoir travailler véritablement sur une composition nocturne, une dynamique nocturne de grande ampleur et pouvoir maîtriser toutes les composantes de l'éclairage. On en a réalisé un très grand nombre depuis. Et vous verrez un petit peu plus loin, je vous montrerai ce qu'on vient de finir sur le tramway de Paris, au nord de Paris. On a effectivement travaillé aussi sur des paysages nocturnes, et j'en reparlerai aussi à la fin de la présentation. On a essayé chaque fois de montrer que paysage nocturne ne rimait pas avec surconsommation électrique, et que la lisibilité de ces paysages nocturnes n'avait pas de corrélation avec la consommation énergétique. Et ça, pour nous, c'était extrêmement important. Et à chaque fois, où très souvent, on a fait ces projets dans le cadre de schéma directeur d'aménagement lumière, un petit peu comme une démonstration de ce que pouvait être un schéma directeur d'aménagement lumière. En l'occurrence, pour l'anecdote, sur la ville de Toulouse, le maire de l'époque, qui était Philippe Douste-Blazy, m'avait dit si vous deviez réaliser qu'une seule chose, qu'est-ce que vous proposeriez? Et j'ai dit de créer une ligne de lumière dans la Garonne, ce qui nous a fait gagner cette compétition. Et on a eu la chance de le réaliser avec des choses dont on pourra parler tout à l'heure dans le débat, le début de la loi sur l'eau, donc des contraintes réglementaires extrêmement présentes, la nécessité de faire une étude d'impact, de travailler avec des biologistes sur le choix de la couleur de la lumière, et donc déjà avec des nécessités de prendre en compte la défense de l'environnement et la défense aussi de la biodiversité nocturne. On a beaucoup travaillé sur les architectures, c'est un peu plus classique dans notre métier pour ceux qui le connaissent moins bien. La mise en scène d'architecture, même là si on a la chance de travailler sur un bâtiment d'une très grande banque au Luxembourg et qu'on avait des moyens financiers, la mise en scène architecturale nécessite des moyens financiers, je le dis pour les maîtres d'ouvrage qui sont là. Autant on peut faire des choses dans l'espace public de manière fruste, comme disait Ariella, autant sur l'architecture, quand on a des architectures de grande dimension, il faut des moyens. On a beaucoup travaillé sur la question des usages nocturnes, c'est-à-dire de comment on s'approprie un espace qui soit de petite dimension, de grande dimension. On a aussi beaucoup travaillé dans les quartiers d'habitat sociaux, des habitats collectifs, pour montrer justement qu'on peut apporter avec la lumière autre chose que juste de la sécurité, de la fonctionnalité,
qu'on peut effectivement créer de l'atmosphère, du lien social, faire que les lieux soient appropriables la nuit et qu'on les voit différemment, mais aussi réfléchir aux multi-usages, permettre des usages différents sans avoir des lumières qui figent l'usage. Et donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes et qui sont mises dans les programmes où de plus en plus, et on s'en félicite, de concepteurs lumière sont interrogés. On travaille à toutes échelles. Là, c'est un petit chemin, pas très loin d'ici, à Châtenay-Malabry, qui mène du centre-ville de Châtenay-Malabry au lycée professionnel, donc, qui était éclairé avant par des projecteurs au sodium haute pression, 400 watts sur des grands mâts, et qui était assez terrible parce que le matin en hiver, comme en ce moment, et le soir, les jeunes traversaient ce chemin pour se rendre de chez eux au lycée professionnel. Et donc, on nous a demandé, avec Jacqueline Hosty, paysagiste, de voir si on ne pouvait pas apporter autre chose comme ambiance le long de ce chemin. Et donc on a essayé là encore de traiter un problème fonctionnel, mais d'y apporter une part d'émotion, tout en préservant l'environnement, puisque les masques sont asymétriques et ne viennent absolument pas perturber autre chose que l'éclairage du chemin. On a développé notre métier sur des objets architecturaux qui étaient assez incongrus pour nous au tout début. On avait fait une première usine d'incinération en 2002, et puis quand on nous a interrogés sur cette nouvelle usine d'incinération, c'est vrai que ça nous semblait tout aussi intéressant que de travailler une cathédrale. On a aussi réalisé des cathédrales, parce que justement on se posait la question de comment peut-être la lumière peut modifier le regard et la perception qu'on a sur un bâtiment, qui est un bâtiment essentiel, y compris dans la dynamique écologique d'une ville, et que au lieu de le regarder comme un bâtiment qu'on subit, il nous semblait intéressant de le transformer, de le mettre en scène. Bien évidemment, on travaille sur le patrimoine, on essaye là encore de maîtriser l'énergie. Le choix et le projet, dès le départ, est fait par rapport à cette question énergétique, et je l'expliciterai sur un ou deux exemples. C'est-à-dire que là, si on avait éclairé cet aqueduc, sur ses flancs, on aurait consommé certainement 6 à 7 fois la consommation qu'on a au final sur 1 kilomètre. Le fait d'éclairer les vides et de s'approcher au plus près de la structure fait qu'on a une très faible consommation pour un paysage qui se voit de très loin en banlieue parisienne. On a évidemment aujourd'hui des mises en scène qui varient tout au long de la nuit, qui sont évolutives, qui permettent de signifier une architecture, de faire ce qu'on appelle du média façade, c'est-à-dire raconter un contenu dans un contenant, essayer d'expliciter par la lumière des appropriations nocturnes. On travaille de plus en plus au plus près des architectes sur comment la lumière et la matière, comment l'architecture peut être valorisée la nuit, c'est-à-dire transformer totalement l'image diurne en une image nocturne qui est une autre lecture. On se bat beaucoup avec les architectes, en tout cas encore certains qui pensent que la lumière doit révéler l'image diurne et la montrer telle qu'on la voit de jour. Je pense que c'est une erreur fondamentale pour les raisons que j'ai indiquées au tout début. C'est pour ça que je l'ai rappelé, on est en vision nocturne et donc on ne voit pas du tout une architecture de la même manière la nuit que le jour. Donc je ne vois pas pourquoi on essaierait de reproduire cette image diurne. De toute manière, on n'y arriverait pas et notre système de vision ne permettrait pas d'apprécier les choses. Donc je pense qu'il est plus intéressant avec les maîtres d'œuvre d'essayer de faire voir autrement les choses. On a eu la chance de travailler sur des schémas directeurs de très très grande dimension. Chongqing est une des plus grandes villes du monde, si ce n'est la plus grande, 34 millions d'habitants. Je vous montrerai un petit peu plus loin le projet que nous avons réalisé sur la ville de São Paulo, de 12 millions d'habitants. Et c'est vrai qu'à ces dimensions-là, la lumière prend une toute autre direction. On se pose des questions à la fois d'image et de paysage. Et on essaye aussi de se poser des questions de ce qu'on appelle, nous, l'urbanisme lumière, c'est-à-dire comment la lumière peut permettre de signifier des choix stratégiques, politiques, et on aura l'occasion d'y revenir. On maîtrise de plus en plus, grâce aux nouvelles technologies, toutes les palettes de couleurs. On arrive à produire aussi des mises en scène qui ne sont plus aussi figées et je dirais aussi ensemblières qu'on faisait à une certaine époque. On arrive maintenant à avoir des représentations qui sont plus plastiques ou picturales. Et on travaille aussi sur la lumière naturelle. Donc ça, c'est une tour qui est juste à côté d'ici, qui est l'ancienne tour IBM, ou tour Descartes, sur lequel on a travaillé dès le départ avec les architectes. C'est une rénovation. On a travaillé sur la verrière à l'aide de verres dichroïques et de verres de couleur pour transformer la lumière solaire, la faire pénétrer dans l'espace, la colorer et métamorphoser cet espace tout au long de l'évolution de la courbe du soleil. Et en plus, on relaie cet éclairage naturel par un éclairage artificiel qui se substitue, qui est en dehors de ce hall et qui vient là aussi colorer, pastelliser le hall. Donc ces dimensions de notre travail, je pense que c'était important de les montrer.
On a dû tout au long de ces réalisations parfois inventer des produits, développer des technologies, métamorphoser les matériels qui étaient à nos dispositions. Au tout début, on était obligé et on était assez ravis de détourner tout un tas d'appareils. Et petit à petit, on a réussi à faire passer chez les fabricants l'idée qu'il fallait bouger sur ces questions d'esthétique qui sont d'esthétique diurne comme d'esthétique nocturne. Alors, c'est vrai que ça, c'était une époque et une ère ERE assez bénie quand j'ai démarré, donc en 87-88. Aujourd'hui, voilà ce que je pourrais marquer derrière mon bureau pour les visiteurs. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les programmes, dans les discussions avec les maîtres d'ouvrage, dans les discussions avec le public, dans la concertation. On a des leitmotifs qui nous sont mis souvent en opposition. On nous demande de résoudre des contradictions que par ailleurs personne ne peut résoudre. On nous dit qu'il faut éclairer partout pour sécuriser l'espace public et qu'en même temps il faut maîtriser l'énergie et dépenser le moins possible. On nous dit qu'il ne faut pas faire de pollution lumineuse et en même temps on nous dit qu'il faut régler le problème des personnes à mobilité réduite avec 20 lux minimum en tout point. Ce qui nous oblige à faire des éclairements colossaux jusqu'à 60 lux moyens dans certains cas. Parce qu'il y a des arrêtés, des décrets, certains assez ubuesques, et on se bat beaucoup au niveau professionnel pour les revoir et essayer de les faire changer. Parce qu'il y a aussi des normes qui ne sont pas un mal. Moi, je trouve que les normes nous ont permis au contraire d'avancer, d'évoluer, parce qu'on a, grâce à la norme, et quand on peut jouer avec la norme, on a la capacité à faire bouger les choses. Mais je crois que toutes ces contraintes sont pour nous une évolution passionnante parce qu'elles ramènent finalement à ce qui me paraît moi assez essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un projet d'éclairage. Parce qu'on a trop tendance à oublier et beaucoup, notamment de bureaux d'études, pensent qu'en réglant toutes ces contraintes, on va arriver à faire un éclairage. Nous, on pense qu'il faut d'abord faire un projet, intégrer ces contraintes, les sublimer dans certains cas, et effectivement, c'est le projet qui va pouvoir répondre à la demande d'un maître d'ouvrage ou à une nécessité ou à un besoin d'une population, d'un public. Alors, j'ai mis en italique les questions qu'Ariella m'a posées quand on a discuté sur cette conférence. Je pense que je vais essayer d'y répondre tout au long de cette présentation. Je vais vous présenter 4-5 projets pour montrer qu'on peut aborder les choses peut-être autrement qu'on imagine, en tout cas que les choses ont évolué, que ce qui était peut-être à une époque, lorsqu'on faisait les premiers schémas directeurs ou les premiers plans lumière dans la fin des années 80, une évidence, c'est-à-dire finalement des plans de composition lumineuse où on listait des objets, des sites à éclairer. Aujourd'hui, il faut peut-être aborder les choses différemment, et notamment cette question de l'obscurité qui est pour moi une question essentielle. On a eu la chance de travailler sur une toute petite commune, il y a plus d'une douzaine d'années, une commune qui s'appelle Talmont-sur-Gironde, qui avait 52 points lumineux. Alors nous, dans notre jargon, les points lumineux, c'est donc les appareils d'éclairage dans une ville. Et vous verrez que je vous donnerai des ratios et des moyennes de points lumineux. C'est un peu comme le PIB pour les économistes ou la croissance pour les politiques. Nous, c'est le point lumineux. Donc cette question du nombre de points lumineux, vous verrez qu'elle est assez récurrente. Et donc cette petite commune avait 52 points lumineux et elle nous avait demandé si on pouvait ne pas augmenter ce nombre de points lumineux et surtout conserver cette ambiance, cette obscurité magnifique qui existe à Talmont-sur-Gironde. Et du coup, à cette époque-là, alors même s'il y a des bizarreries dans nos domaines, en tout cas ceux de la maîtrise d'œuvre, c'est que comme toute la maîtrise d'œuvre, on est rémunéré en fonction du pourcentage des travaux. Donc sur Talmont-sur-Gironde, comme on n'a quasiment pas mis d'éclairage, c'était très très difficile de demander des honoraires qui soient proportionnels au nombre de projecteurs, mais on a quand même accepté de faire le travail et on a travaillé sur cette question de l'obscurité et de minimiser le nombre de points lumineux. Et donc petit à petit, on s'est posé des questions sur est-ce que dans la méthodologie de ce qu'on appelle nous l'urbanisme lumière, on ne pourrait pas véritablement penser cette obscurité à part entière ou à part égale à la lumière. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, avec des communes, essayer de réfléchir ensemble. Et on a eu la chance, donc, en débutant le schéma directeur d'aménagement lumière de la ville de Rennes, d'être face à des élus qui étaient eux-mêmes très volontaristes sur cette question de l'extinction d'abord, puis de l'obscurité, et qui nous ont même encouragés à réfléchir pour apporter des solutions. Et on a été très étonnés, parce qu'on a mené beaucoup de concertations, on a fait beaucoup de parcours exploratoires avec les habitants de la ville de Rennes, dans quasiment tous les quartiers de la ville, de nuit bien sûr, à pied, en bus. On a été très étonnés qu'une des questions qui revenait souvent, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas éteindre ça, est-ce qu'on ne pourrait pas baisser le niveau lumineux sur les parkings, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir moins d'éclairage dans ces endroits. Donc
on a essayé de proposer ce qu'on a appelé une trame noire. On s'est appuyé sur ce qui sont les trames vertes et bleues de l'agglomération rennaise, et on s'est dit qu'il manquait une couche et une couleur, et qu'on pouvait peut-être imaginer de proposer une trame noire pour la ville de Rennes. Donc vous avez les quelques chiffres de la ville de Rennes. C'est une ville comme la plupart des villes avec un taux de pollution assez moyen, assez normal. Par contre, une ville qui consomme très peu. 124 watts par point lumineux, c'est extrêmement faible. Vous verrez en comparaison, je vous montrerai sur d'autres communes ce que peut consommer un point lumineux. Et on voit déjà qu'il y a une consommation importante et surtout un coût, comme l'a rappelé Ariella, un coût important pour la commune. Là, l'étude est spécifiquement sur la ville de Rennes, même si je vais vous montrer des choses à l'échelle du pays rennais et donc de l'agglomération. Et donc on a un ratio, souvenez-vous de ces ratios, un point lumineux pour 8,9 habitants. Et vous verrez que quand je vous parlerai d'autres pays sur d'autres continents, on ne sera plus du tout dans la même logique et qu'il y a aussi une ségrégation par la lumière et par le nombre de points lumineux par habitant. Alors, pour expliquer rapidement, donc je ne vais pas évidemment raconter tout ce qu'est Rennes, en plus il y a eu des petits ateliers de projets urbains extrêmement explicites sur la ville, il y a une vraie différence, voilà, il y a très longtemps, donc je vais redire peut-être qu'il y a une spécificité à Rennes qui est cette coupure ville-campagne, on le voit très bien sur toutes les images et sur la cartographie. Et on a une rocade, comme dans beaucoup de villes, qui fait quasiment tout le tour de la ville de Rennes. Et dans cette rocade, on a la chance d'avoir découvert qu'elle n'était quasiment pas éclairée. Donc vous avez cette rocade en noir qui est dans l'obscurité. Et vous avez un certain nombre d'échangeurs, de lieux qui viennent sur cette rocade en vitrine, qui sont illuminés. Et ça semblait du coup assez naturel de se dire, puisque la rocade est un petit peu cette frontière entre la campagne et la ville, et qu'on a la chance que cette rocade soit à l'heure actuelle dans le noir, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de cette idée du noir, de maintenir déjà cette rocade dans le noir, de ne surtout pas se mettre à l'éclairer, et puis d'aller un peu plus loin et de proposer un certain nombre de choses. Donc on s'est appuyé sur les études qui étaient déjà existantes, sur les corridors biologiques qui étaient déjà pensés, travaillés à l'échelle du pays rennais, et on s'est appuyé aussi sur les faisceaux ferroviaires, sur un certain nombre de friches, d'espaces naturels, et on a donc proposé, après analyse de ce qui se passait sur ces zones naturelles, notamment de l'éclairage qui devenait extrêmement pénalisant, des éclairages, alors à différentes périodes de la nuit, forcément une photo fige le temps, les terrains de sport ne sont pas allumés toute la nuit, mais déjà jusqu'à 11h, minuit, on a quand même des niveaux lumineux dans des espaces totalement naturels, parce qu'évidemment ces terrains de sport et ces plaines de sport sont dans des espaces naturels, souvent dans des espaces boisés. Et donc, on a essayé de comprendre, y compris avec les habitants, en y allant de nuit, en analysant ce qui se passait à différents moments de la nuit, quelle était aujourd'hui finalement la mise en danger de ces zones naturelles. Et les élus nous ont posé cette question, donc est-ce qu'il y aurait des opportunités d'éteindre ou de ne pas éclairer? Donc c'était une des premières fois qu'on nous posait cette question. C'est vrai qu'on ne nous appelait pas en général pour nous demander quelles étaient les possibilités d'éteindre et de ne pas éclairer. Donc ça, c'était il y a plus de 3 ans et demi. Au moment du tout début de cette étude. Et donc on s'est dit, bah oui, on va essayer d'inventer avec les élus, avec les habitants et les services, un plan de préservation et d'aménagement de l'obscurité. Et on s'est donc posé cette question, est-ce qu'on ne pourrait pas délimiter des espaces à conserver dans l'obscurité, à sauvegarder? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer des espaces où la nuit, où l'obscurité serait différente selon les temporalités et les temps de la nuit, et d'autres espaces qu'on a appelés des espaces de mutualisation d'obscurité, dont je vais vous parler juste après. Donc on a proposé effectivement déjà de coller au corridor biologique, d'aider à cette préservation des espaces sensibles, de permettre une préservation et une sauvegarde de la biodiversité nocturne, de ne pas venir avec l'éclairage créer des barrières, de formaliser des frontières lumineuses qui empêchent les populations animales d'entrer dans la ville ou de sortir dans la ville. Donc on s'est appuyé aussi sur tout un tas d'études qui existent dans beaucoup de villes sur le patrimoine biologique, aussi bien espèces végétales, espèces animales. Dans d'autres cas, d'autres trames noires, on a travaillé directement avec des biologistes très en amont pour comprendre et analyser en même temps ce qu'on appelle la photosensibilité des espèces animales et végétales, et donc de pouvoir effectivement apporter des réponses. Donc derrière ce que je vous présente assez rapidement, il y a un travail de fond, et bien évidemment avec des réponses sur des niveaux lumineux et transition. Donc ça, c'était le premier acte ou la première étape. C'était assez simple. On venait se calquer sur les corridors verts ou biologiques et on venait proposer des extinctions ou des maintiens de l'obscurité. Ensuite, il nous semblait essentiel de ne surtout pas venir avec ces propositions contrecarrer les activités humaines, les espaces résidentiels. Pour avoir travaillé beaucoup sur les quartiers d'habitat collectif et notamment en périphérie ou en banlieue,
Je ne voulais pas de nouveau stigmatiser avec l'obscurité un certain nombre de quartiers qui parfois sont aux confins de la ville, coincés entre des infrastructures ou proches de friches. Donc il était important d'identifier les besoins, les usages nocturnes, les zones résidentielles et de surtout pas les pénaliser et au contraire de travailler à valoriser, à requalifier les éclairages de ces centralités. Et puis on s'est dit, il y a beaucoup de territoires sur cette ville de Rennes qui sont symbolisés sur cette carte en bleu foncé, qui sont des territoires sous autre maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire par exemple les campus universitaires, les centres hospitaliers, les territoires de RFF, les zones d'industriels, les zones d'activité, les zones d'aménagement concerté. Et tous ces territoires où des fois il n'y a pas forcément nécessité à éclairer toute la nuit, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire participer à ce qu'on a appelé donc cette mutualisation de l'obscurité? C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction des périodes nocturnes et des temporalités, est-ce qu'on ne pourrait pas dire à un centre hospitalier qu'à partir de, mettons, je sais pas, 23h30, on n'a pas d'idéologie sur les horaires, mais peut-être qu'à 23h30, on pourrait éteindre les éclairages, à l'exception de ceux qui mènent aux urgences, les éclairages de toutes les voies du centre hospitalier. Ces territoires correspondent à 40% de la superficie de la ville de Rennes. Donc vous imaginez en termes de consommation énergétique. Alors on nous dit toujours il va falloir faire des économies d'énergie, mais nous on pense que les économies d'énergie, le gisement d'économie d'énergie, il est aussi sur le territoire éclairé et sur la baisse ou l'extinction. Et ce n'est pas en innovation technologique qu'on va gagner des 20 ou 40%, on aura beaucoup de mal. Par contre, sur des questions de temporalité et d'usage, on peut gagner énormément. Et donc on a proposer que ces territoires soient mis en discussion avec les maîtres d'ouvrage concernés et qu'en fonction des usages, si dans les zones industrielles, si vous allez dans une zone industrielle à Rennes, comme dans beaucoup de zones industrielles de ville, à 20h30, il n'y a plus personne, plus de livraison, plus de camions. C'est éclairage toute la nuit avec des niveaux très importants parce qu'on pense qu'il faut éclairer avec des niveaux très importants. Et il n'y a absolument plus de passage, plus rien du tout dans toutes les transversales. Des fois sur la voie principale, il y a un peu de passage, mais absolument plus. Donc là encore, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser de l'obscurité? On pourrait presque faire des bons d'échange d'obscurité, comme on fait des certificats d'énergie, c'est peut-être quelque chose à réfléchir, et que des personnes qui à certains moments participent à cette obscurité pourraient à d'autres avoir le droit peut-être d'éclairer différemment ou plus qualitativement, ou peut-être que leur consommation pourrait être prise en charge par la commune. Je pense qu'on pourrait être très inventif à ce niveau-là. Et donc on est en train de mettre en musique cette trame noire. Donc cette trame noire a été validée par le conseil municipal de la ville de Rennes il y a plus d'un an, donc en octobre 2012. On est en train de faire des études de focus sur un certain nombre de zones d'activité concertées. Et on est en train de voir, y compris avec des maîtrises d'ouvrage, comme sur le campus de Beaulieu, comment on pourrait mettre en musique cette trame noire et l'expérimenter concrètement. Alors depuis, on a eu la chance d'en proposer d'autres, soit dans le cadre de concours, mais tout récemment sur la ville de Lorient. Et on a même pu expérimenter tout de suite une extinction. On a d'un coup de baguette magique éteint une desserte, qui est la desserte portuaire de Lorient, qui consommait 4% d'énergie de la commune. Donc le maire voulait à tout prix qu'on fasse d'économie. En appuyant sur un bouton, on a économisé 4%. Ça a duré un quart d'heure. Le temps juste de vérifier qu'on n'éteignait bien que la desserte portuaire. Et on a gagné 4% d'énergie. Et donc on est arrivé effectivement à des solutions extrêmement intéressantes. Alors évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails, après ça se développe sur un certain nombre de sites majeurs, sur les deux rivières, l'Ille et la Vilaine, sur des propositions qui permettent de s'approprier les éclairages, de les commander à distance, d'avoir des éclairages temporaires, interactifs ou permanents selon les lieux et selon l'éloignement du centre urbain. Si on est aux confins de la ville, on est plutôt dans de l'extinction et de la préservation de l'obscurité. Si on est en plein centre-ville, évidemment, on a envie de se promener en bord de rivière. Ça passe aussi par des choix économiques et budgétaires, donc d'identifier là où il faut intervenir et là où il n'est pas nécessaire d'intervenir, où on peut maintenir les choses en l'état, notamment sur la question des tonalités de lumière, des spectres chromatiques des lampes par rapport à la biodiversité nocturne, mais aussi sur la question de la gradation et de la possibilité de faire varier ces lumières. Il y a tout un tas de prescriptions dont je ne vais pas m'étendre, mais qui sont des prescriptions concrètes. Mais ce qui est surtout important, c'est que comme dans toutes les villes, il y a énormément de projets d'aménagement à Rennes, et que donc il y a obligation dorénavant d'appliquer cette trame noire et cette réflexion sur la totalité des projets qui sont en cours dans Rennes. Donc chacun des maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage concernés doit prendre en compte cette nécessité d'appliquer la trame noire, doit y apporter des réponses innovantes, et finalement de construire à leur échelle à chacun ce paysage
nocturne, ou en tout cas obscure, qui pour nous est assez essentielle. Donc, je pense à une démonstration, et on aura l'occasion d'en reparler si vous avez des questions, je pense que c'est une démonstration de comment on peut évoluer aujourd'hui sur cette question de la ville et de la lumière, et pour nous, concepteurs lumière, je dirais presque aménager la ville par l'obscurité est tout aussi important qu'aménager la ville par la lumière.